matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Hervé Juvin. Bonjour Hervé Juvin. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes député au Parlement européen, conseiller régional Pays de la Loire, cofondateur du mouvement Les Localistes, on va y revenir, et auteur de Chez nous, pour en finir avec une économie totalitaire, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Hervé Juvin, beaucoup de choses à dire, beaucoup d'actualités dernièrement. On va commencer par la politique nationale, le raz-de-marée bleu marine, évidemment, pour ces élections européennes, 31,36% des voix accordées à la liste de Jordan Bardella. Et puis dans la foulée, la dissolution annoncée par Emmanuel Macron. Et puis nous suivons ce feuilleton des alliances. Alors RN Reconquête qui tombe à l'eau, Éric Ciotti qui annonce cette alliance avec le RN, et puis on va dire les partis, les barons républicains qui se rebiffent. D'abord une première réaction peut-être à la vague bleu marine et à ces alliances qui sont en cours. Si vous me permettez, une première réaction d'abord à l'annonce de la dissolution par le président Emmanuel Macron. Cette décision paraît à la fois incohérente et dangereuse. Elle est incohérente. Vous avez, comme moi, entendu le président Emmanuel Macron endosser les habits d'un chef de guerre, probablement pour peser sur le scrutin, probablement pour s'élever au-dessus d'un débat dont il savait qu'il l'avait perdu, et nous annoncer que des périls graves menaçaient la France et faire même appel à l'esprit de sacrifice. Dans ces conditions, comment prendre une décision qui affaiblit gravement la gouvernance de la France ? Comment prendre une décision qui fait que pendant plusieurs semaines, la France va être absente de la scène internationale ? Alors, si vous le voulez bien, puisque vous en parlez, on va l'écouter, ce discours, enfin un extrait de ce discours du 5 juin. Donc, c'était les commémorations du 80e anniversaire du débarquement. Emmanuel Macron rend hommage aux héros de la Libération et appelle en effet à se préparer à un grand sacrifice. On écoute. Alors que les périls montent, comme les maquisards et les SAS de Saint-Marcel, vous rappelez que nous sommes prêts à consentir au même sacrifice pour défendre ce qui nous est le plus cher, notre terre de France et nos valeurs républicaines. Je sais notre pays, fort d'une jeunesse audacieuse, vaillante, prête au même esprit de sacrifice que ses aînés. Là, on a entendu Terre de France en danger, valeurs républicaines en danger. On a entendu un peu plus tôt, d'ailleurs, c'était la veille, Gabriel Attal à l'Assemblée parlait d'une Europe qui est la paix, qui est la démocratie face à une Russie autoritaire. Donc, bon, comme vous l'avez dit, évidemment, tout ça avait certainement une ambition politique. Et cette ambition politique, qui était de placer la France et la nation au-dessus du débat qui pourrait mettre Emmanuel Macron en difficulté, finalement, ici, est totalement oubliée. Je dirais d'abord que le président de la République, comme son jeune Premier ministre, endosse manifestement un costume trop grand pour eux. Ils ne sont simplement pas crédibles en chef de guerre. Simplement, ils poursuivent ce qu'ils ont fait, c'est la politique de la peur. On sait bien qu'Emmanuel Macron a eu recours, depuis son premier mandat, constamment à la politique de la peur. Peur des gilets jaunes, peur de la pandémie, peur des manifestations diverses et de l'opposition au changement de régime de retraite. Macron utilise la peur pour tenter de terroriser les Français. Je pense que c'est une clé de lecture de ce qui va venir. Non, il ne fait plus peur aux Français. Je pense que ce discours ne marche plus. Je pense que le discours d'appel à la lutte antifasciste, antitotalitaire, etc. ne marche plus. La décision courageuse d'Éric Ciotti en est un exemple. Dorénavant, je ne pense pas que nous soyons à la veille d'un rassemblement des droites. Le terme me semble d'ailleurs dangereux. Je pense que nous sommes à la veille d'un rassemblement du peuple de France contre ceux qui lui ont fait tant de mal et ceux qui mettent la France en faillite et en risque. C'est ce qui se joue. Je dois d'ailleurs saluer, je les ai entendus dimanche soir, les déclarations et de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. C'était très clairement les déclarations d'hommes d'État qui s'apprêtent à gouverner et qui s'apprêtent à faire l'union du peuple de France. Je pense que c'est ce qui se joue en ce moment. Et je me permets de le dire, j'ai confiance dans les Français parce que je crois qu'en ce moment, ils savent tous qu'il faut donner une majorité claire à la France. Le grand risque qu'a pris Emmanuel Macron, c'est pourquoi sa décision qui est incohérente est aussi dangereuse, c'est de rendre la France ingouvernable. C'est peut-être le pari qu'il joue.
ça n'est pas le pari d'un président. Oui. C'est le pari d'un tacticien qui est prêt à casser ses jouets parce qu'on ne lui donne pas le rôle et on ne lui donne pas la confiance qu'il ne mérite pas. Il casse les jouets et il met la France en danger. Je pense qu'aujourd'hui, le premier risque pour la France, c'est la présidence d'Emmanuel Macron. Je pense que les Français en sont conscients et je pense qu'une majorité de Français, quand ils seront appelés au second tour à diviser et à séparer un candidat investi par le Rassemblement national ou investi par les forces populaires qui se lèvent en France contre un candidat macroniste, ou pire, un candidat de l'alliance de la gauche avec la France insoumise, je pense qu'il n'y aura pas photo. Je fais donc confiance aux Français pour accorder une majorité claire et pour essayer. La logique de beaucoup de Français va être, on a tout essayé depuis trop de septennats puis de quinquennats, ça n'a pas marché, Oui. La dette a continué d'augmenter, la situation de la France a continué à s'enfoncer sur le plan international, avec un véritable naufrage, notamment des relations de la France avec l'Afrique, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Il faut essayer autre chose. Autre chose, c'est ce que propose le Rassemblement national, c'est ce que proposent les forces qui travaillent avec le Rassemblement national, et c'est naturellement aussi ce que proposent les localistes. Alors, on va revenir sur ce que propose le Rassemblement national. J'aimerais bien voir à quel moment il rejoint le mouvement des localistes, parce que pour le moment, mais on va revenir sur toutes ces questions-là, le Rassemblement national est plutôt assez otaniste, européiste, etc. Vous allez nous expliquer à quel moment il resserre le focus sur le local. Mais restons un petit peu sur Emmanuel Macron qui casse ses jouets, comme vous l'avez dit, et peut-être son propre déguisement militaire, pour revenir à ça, puisque en effet toute la campagne d'Emmanuel Macron, on l'a trop vite oublié, reposait sur l'invocation d'une troisième guerre mondiale, une guerre à nos portes, le bruit de bottes des Russes, puisque maintenant le bruit de bottes vient des Russes, etc. etc. Je voudrais qu'on s'arrête un petit peu là-dessus et voir à quel point finalement le vote des Français montre aussi que peut-être c'est un désaveu de cette campagne et de cette volonté d'une France qui va sur la scène belliciste. Les Français, la France, c'est un pays de longue histoire. Les Français sont un peuple de longue histoire. Les Français ont vécu, notamment au cours du terrible XXe siècle, trop de guerres pour accepter avec enthousiasme ou pour accepter avec passivité l'annonce que la France pourrait être engagée dans une guerre dont il faut bien dire qu'elle n'est pas la sienne. Contrairement à tout ce qui nous a été dit, si les accords de Minsk avaient été respectés, la guerre n'aurait pas lieu. Si les accords de Minsk avaient été rétablis, la guerre cesserait. Je salue évidemment la montée d'un nationalisme ukrainien et je salue naturellement cette population à l'ouest de l'Ukraine qui manifeste clairement son ralliement aux valeurs de l'Europe de l'Ouest. Mais j'ai aussi eu l'occasion de constater dans différents voyages que la population de l'Est de l'Ukraine était russophone, se sentait russe et était liée par exemple au patriarcat de Moscou. C'est une situation à laquelle les accords de Minsk répondaient. Ces accords de Minsk ont été trahis par deux dirigeants européens qui ont manqué à leurs promesses, ce qui est politiquement grave, François Hollande et Angela Merkel, qui l'ont publiquement confessé. Les accords de Minsk avaient seulement pour but à l'Ukraine d'être armée, notamment par les États-Unis d'Amérique du Nord, pour faire face et éventuellement pouvoir attaquer la Russie. Je ne dis absolument pas que la guerre engagée par la Russie est un phénomène que nous pouvons accepter, nous devons nous y opposer, nous devons condamner cette guerre. Mais je dois rappeler que si les accords de Minsk avaient été respectés ou si on revenait aux accords de Minsk, la paix serait possible. On sait bien ce qu'elle comporte, une Ukraine de l'Ouest qui naturellement va nouer des relations avec l'Union européenne. Je ne dis pas va être membre de l'Union européenne parce qu'il faudrait avant notamment avoir résolu la question de la corruption qui est absolument majeure dans ce pays. Une Ukraine qui serait neutre et une Ukraine qui en aucun cas n'accepterait des têtes nucléaires qui menacent directement la Russie. On connaît les conditions de la paix et c'est l'acceptation par le président Zelensky des accords de Minsk qu'il avait d'ailleurs lui-même signés. Dans ces conditions, qu'est-ce qui rend acceptable la menace de la guerre et l'appel au sacrifice des Français? Rien, sinon des manifestations de politique intérieure et probablement un jeu européen qui fait qu'Emmanuel Macron, qui aura achevé son second mandat en 2027, peut ambitionner d'être le premier président de l'Europe, puisqu'il est probable qu'en 2027, on aura voté la fusion de la présidence du Conseil européen avec la présidence de la Commission européenne.
Ursula von der Leyen serait peut-être la dernière présidente de la Commission européenne. Le futur ou la future présidente réunirait les deux postes et l'Union européenne à ce moment-là aurait un réel président. Il est très possible que Macron sacrifie la sécurité de la France. Fédéraliste de l'Union européenne. Il est très possible qu'Emmanuel Macron, président de la France, sacrifie la France, les intérêts des Français et mette les Français en risque pour préparer son fauteuil à la présidence de l'Union européenne. Donc pour résumer, ce vote, selon vous, européen, aux européennes, est aussi un vote sanction contre ce discours belliciste? Je pense que les Français ne veulent pas la guerre, les Français n'aiment pas la guerre et les Français sentent que la guerre est évitable. Après, étant donné ce qui s'est passé, étant donné maintenant les attaques dans la profondeur sur les territoires risques, le pire peut advenir. Je pense à l'article qu'avait publié dès les débuts de ce conflit Henri Guénaud dans les pages du Figaro. Je pense à ce que vient de publier Dominique de Villepin dans Le Monde diplomatique. Le meilleur chemin vers la paix, ça n'est pas la guerre. Et tous les efforts de la France et tous les efforts de l'Union européenne devraient être consacrés à un accord de paix, sachant que deux pays qui sont en naufrage démographique, la Russie et l'Ukraine, sont dans la situation que je trouve tragique de sacrifier par centaines de milliers des jeunes gens courageux, braves, morts ou gravement mutilés, dans deux pays, je le répète, qui sont en naufrage démographique. C'est une fois de plus l'Europe qui s'abandonne à une guerre civile et l'Europe qui se détruit elle-même pour le plus grand bien et pour les plus grands bénéfices d'une puissance qui ne s'engage pas physiquement dans la guerre, même si elle nourrit les braises de la guerre, qui sont les États-Unis d'Amérique du Nord. Tout se passe comme si l'Union européenne, comme la Russie, se sacrifiait aux manœuvres des États-Unis d'Amérique du Nord. On va peut-être revenir d'ailleurs sur cette guerre de proxy et le jeu américain, puisque ça va être, je pense, c'était également le sujet de votre livre. Autre jouet qui a été cassé par Emmanuel Macron, visiblement par cette dissolution, ce sont les JO. Les JO, dont on nous explique qu'il faut surtout assurer une sécurité. Chaque Parisien est au courant, ou passager par Paris est au courant qu'il faudra télécharger au moins 4 QR codes pour traverser Paris. Donc, alors qu'on nous parle de sécurité, de danger tous les jours et de mise au point de ces JO qui sont censés être la plus belle fête de France, on comprend bien que là, le gouvernement n'est pas assuré. Les personnes qui suivent aujourd'hui ne seront pas les mêmes demain. Donc, c'est encore un jouet finalement qui est mis en péril ici par Emmanuel Macron, par cette dissolution. Alors, c'est un jouet qui est mis en péril pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la folie verte qui fait que j'ai été alerté par le responsable de la logistique et de la préparation des Jeux Olympiques d'un très grand pays, me disant avec beaucoup d'inquiétude, nous n'aurons pas de climatisation dans les chambres des athlètes. Oui. Ça veut dire quoi dans un été parisien? Pour des raisons écolo. Ah oui, c'est beau, pas ça. De climatisation. Ça veut dire éventuellement que des athlètes... J'ai été marathonien. Quand vous pratiquez le marathon, les courses de distance ou les sports d'endurance, vous devez dormir à 18-19 degrés. Je voudrais comprendre comment, à Paris, fin juillet ou en août, on aura 18 ou 19 degrés dans des chambres d'athlètes sans climatisation. Deuxième sujet, je vais rentrer dans des détails. Allez-y. Deuxième sujet, les lits, les matelas. Oui. Les athlètes dormiront dans du quasiment préfabriqué. Je crois que les matelas font 6 cm d'épaisseur. On a vu les images. Et troisième exemple, la majorité de la viande qui sera servie sera une viande végétarienne. Ça sera une viande chimiquement fabriquée. Donc c'est pas qui n'a rien, ça n'est pas une viande et ça n'a rien à voir avec les menus dont les athlètes ont besoin pour reprendre des forces, pour récupérer et pour être meilleurs de leur performance. Il y a déjà donc une espèce de folie verte, je ne dis surtout pas écolo, parce que les qualités écolo de tout ça sont à peu près nulles. On va revenir sur l'écologie. Le bilan écologique est à peu près nul. Mais la folie verte a sévi et on sait à quel point la folie verte détruit Paris avec la complicité de notre maire, Madame Hidalgo. Le deuxième point, c'est évidemment qu'à la fois sur la sécurité et sur les relations internationales, puisque les Jeux Olympiques, tout le monde le sait, c'est un moment très important du prestige d'un pays et aussi de l'établissement des relations d'un pays avec le monde entier. Qui sera ministre? Qui sera ministre de l'Intérieur à la fin juillet? Qui sera ministre des Relations extérieures
et des affaires internationales, évidemment, aujourd'hui, personne ne le sait. Or, s'il y a une condition à la sécurité et aux relations internationales, c'est la continuité. Je ne porte aucun jugement sur l'action de M. Darmanin au ministère de l'Intérieur. Mais il eût été souhaitable que M. Darmanin, quels que soient les torts qu'on puisse lui prêter, reste en fonction et reste en mission au moment des Jeux Olympiques, parce qu'il faut quelqu'un qui connaisse, qui est préparé dans la durée, qui ait un suivi des dossiers. Or, avec la décision irresponsable d'Emmanuel Macron dimanche soir, on voit bien qu'on risque d'avoir des ministres qui arriveront sans connaître les dossiers, sans avoir en main leur administration, et chacun sait bien qu'un ministère, ça ne se prend pas dans la semaine. Nous risquons donc d'avoir un vide de pouvoir et un vide de continuité au moment des Jeux Olympiques. C'est totalement irresponsable, c'est dangereux pour l'image de la France, c'est dangereux pour les athlètes, et ça risque de naufrager cette grande fête populaire que devraient être les Jeux Olympiques. Est-ce que ça ne fait pas partie de la stratégie d'Emmanuel Macron, puisque ce sera a priori, on peut imaginer que le Rassemblement national soit présent dans un nouveau gouvernement de cohabitation, que de mettre en difficulté le Rassemblement national en action? J'ai eu l'image d'un enfant qui casse ses jouets. Si je le dis plus sérieusement, je dirais moi ou le chaos. Ça a toujours été une tactique des politiciens en danger, et je dis bien des politiciens, pas des hommes d'État, de préférer instaurer le chaos en disant « je vais rester l'ultime retour ». D'autant que vous le savez bien, la Constitution française protège de manière assez extraordinaire le président de la République. Donc nous avons un président qui peut mettre les Jeux Olympiques en danger, qui peut mettre la France en danger, qui peut accepter que la France soit ingouvernable pendant un bon moment, en espérant faire la preuve que le Rassemblement national est incapable de gouverner le pays, et en se présentant ensuite comme le sauveur qui va rétablir l'ordre. Inutile de dire que c'est un pari dangereux pour la France, c'est un pari dangereux pour les Français, et c'est un pari qui ne fait pas honneur à celui qui le tente. Et que répondez-vous sur la mise en difficulté du Rassemblement national? Pensez-vous que le Rassemblement national est capable de répondre à cette épreuve d'une manière ou d'une autre? C'est là où les notions d'alliance sont importantes. Les notions d'alliance sont importantes parce que je ne pense pas que le Rassemblement national, et je pense que ce n'est pas non plus leur volonté ou leur ambition, soit capable et souhaite gouverner seul. Je pense que le Rassemblement national est la force aujourd'hui de rassemblement du peuple de France contre les élites, contre les oligarchies et contre les corruptions qui ont conduit la France là où elle est. Je pense donc que le Rassemblement national saura réaliser une alliance très large, au-delà même de LR, au-delà de ceux de Reconquête qui vont naturellement rejoindre le Rassemblement national. Et on va en reparler. Je pense que le Rassemblement national est capable de faire une alliance plus large. C'est pour ma part ce à quoi je souhaite contribuer, avec qui d'autre, notamment en assurant des liens avec des écologistes qui ont été extraordinairement déçus par la présidence d'Emmanuel Macron, mais qui savent bien que les Verts, qui sont à peu près ce que les trotskistes ont été au socialisme, conduisent l'écologie à la ruine. Mais alors, quel type d'écologie avez-vous des noms, par exemple, ou de mouvements ou de personnalités? Il n'est naturellement pas temps de donner des noms, mais il est temps de dire que nombre d'associations authentiquement écologistes sont effrayées par la politique d'Emmanuel Macron, sont effrayés par les concessions qui ont été faites, par exemple sur les pesticides, par exemple sur maints autres sujets, notamment les nouveaux OGM, sur les éoliennes en mer. Sur les éoliennes en mer, sur la destruction de la beauté du territoire de France, qui est la première richesse de celles et ceux qui n'ont rien. Rappelons toujours que la beauté des terres, la beauté des paysages, la richesse de la vie, la biodiversité, c'est la première richesse de ceux qui n'en ont pas d'autres. Et cela, la présidence d'Emmanuel Macron a largement contribué à les détruire, avec des décisions absurdes comme celle de cette autoroute A69 qui détruit quelques-uns des plus beaux paysages de France. Dans ces conditions-là, je pense que nombre d'écologistes attendent une autre politique. Ils attendent une politique qui fasse davantage place au territoire, à la volonté des Français de bien vivre sur leur territoire. Et c'est l'un des éléments du grand rassemblement populaire qui doit avoir lieu. J'en prendrai simplement une seconde composante, c'est naturellement la politique internationale. Oui. Les quinquennats d'Emmanuel Macron se traduisent par un naufrage de la France à l'étranger. Je prendrai l'exemple du livre de Leslie Varenne, Emmanuel au Sahel. Oui, on l'a reçu. La France est ruinée durablement en Afrique. J'observe que les fantaisies de la présidence d'Emmanuel Macron, et notamment la création d'une ambassade aux droits LGBT, suscite la risée de toute l'Afrique, elle suscite le mépris de toute l'Afrique, et la France n'a tout simplement plus son mot à dire dans nombre de capitales africaines qui refusent de recevoir ses ambassadeurs. C'est une situation sans précédent, et je vais être très précis là-dessus.
Une des raisons de l'empreinte mondiale de la France, c'est le fait qu'avec la France, 13 pays africains votaient à l'Assemblée générale des Nations Unies. La France passait pour contrôler 14 à 15 votes. Ça signifie que la France pesait pas loin de 10% des votes à l'Assemblée générale de l'ONU. C'est fini. La France, dorénavant, va se trouver toute seule. Pour la joie d'un certain nombre de nos confrères européens, dont je les entendais encore récemment dire « Mais qu'est-ce que vous en avez à faire de l'Afrique du Nord? Qu'est-ce que vous en avez à faire de la Nouvelle-Calédonie et de la Guadeloupe ?» Réduisez-vous à l'Hexagone et tout ira mieux. Il faut voir que l'Union européenne rêve de rétrécir la France. Oui. L'Union européenne, Emmanuel ou les Macron a Américains été qui sont complice. derrière? Emmanuel Macron a été complice de ses choix et de ses décisions. Et donc, il importe de rétablir les choses sur la scène internationale. Il importe de voir que les 3 premières puissances seront aussi les 3 pays les plus peuplés du monde, puisque l'Inde, dans 3 ou 5 ans, sera la 3e puissance économique du monde. La France doit prendre la mesure de la montée du Sud global, et la France doit prendre la mesure d'une nouvelle dimension de sa politique internationale, de multi-alignement. Les États-Unis sont nos alliés, mais nous ne pouvons être ni les esclaves, ni les supplétifs des manipulations américaines. Alors, reprenons, parce que vous avez évoqué beaucoup de choses, reprenons point par point. D'abord sur ces alliances. Vous parliez de la mort de la France et de la présence française en Afrique. En effet, on était revenu sur cet ouvrage qui vient d'être sorti. Puis on pourrait citer également Georges Malbruno, qui avait publié dans un article au Figaro le fait, et on l'avait reçu à ce sujet également, que des diplomates avaient de manière inédite fait parvenir une note énervée à l'Élysée concernant l'absence d'écoute de l'Élysée aux avertissements, notamment au Proche-Orient, des ambassadeurs sur place et des diplomates sur place. Donc on voit bien qu'il y a un véritable phénomène de tension et un Quai d'Orsay qui n'est plus à l'écoute de ses antennes, ce qui est quand même dommage, ça faisait partie de la richesse de la France. Donc sur le point de vue international, c'est sûr. Et là, de ce côté-là, vous parliez d'alliances. Y a-t-il des alliances, justement, des mouvements, encore une fois, des personnalités qui seraient prêtes également à rentrer dans un jeu d'alliance avec le Rassemblement national, dans ce gouvernement que nous sommes en train de dessiner? Bien entendu, parce que nombre de Français au plus haut niveau de l'État et de la fonction publique sont inquiets de ce qui arrive à la France, sont désespérés devant ce qui a été infligé à la politique française, notamment sur le plan extérieur, mais aussi sur le plan environnemental, et sont prêts à se rallier à un grand mouvement populaire, à un mouvement national, celui que peut conduire Marine Le Pen. Je suis persuadé donc que, contrairement à ce qui est dit ici ou là, où on pose la question des compétences, je voyais le dossier d'un média, de vos collègues, une fois de plus, brocardant le programme économique du Rassemblement national. Je n'ai aucun doute à cet égard que les compétences, les expertises et les talents rejoindront le grand mouvement populaire qui est en train de se dessiner. J'en ai pour ma part un certain nombre d'assurances et je voudrais ajouter 2 choses à ce que vous avez dit. D'abord, notamment dans les pays africains et aussi dans un certain nombre de pays arabes, on attend la venue au pouvoir de Marine Le Pen et d'une équipe responsable, respectueuse des autres nations, consacrée à l'intérêt national des Français et qui ne manifeste jamais l'arrogance, voire l'insolence qu'Emmanuel Macron a manifesté à de multiples reprises. Je le dirais très simplement, Afrique, il ne le supporte plus. Et il ne supporte plus ces émissaires qui, par leurs mœurs, par leurs pratiques et par leur arrogance, sont détestés par l'ensemble du monde. Et il y a une inquiétude pour tous ceux qui aiment la France et qui souhaitent que la France change. Je voudrais ajouter un second point. Vous avez traité du malaise, pour dire le moins, du Quai d'Orsay. Vous auriez pu aussi traiter la dissolution du corps des diplomates par Emmanuel Macron, alors que la diplomatie est un métier et qu'il faudra rétablir la profession de diplomate. Je voudrais aborder un éclairage, la faillite des services de renseignement français. Qu'il s'agisse des événements qui sont passés au Mali, au Burkina Faso ou ailleurs, qu'il s'agisse des événements dramatiques du Proche et du Moyen-Orient, l'attaque terroriste du Hamas, la réponse israélienne, dont on cherche le qualificatif. Sur tous ces sujets, on a beaucoup parlé de la faillite des services de renseignement français. Ce qui revient de partout, c'est tout simplement que tout agent sur place, ceux qui ont le savoir de la peau, ceux qui constatent ce qui se passe, se voient désavouer, interdire de produire des notes, interdire de faire remonter leurs informations quand elles ne cadrent pas avec les opinions, les fantaisies et quelquefois les lubies ou les caprices du chef de l'État. Nous avons quelque chose de très grave qui est que nos services de renseignement ont été paralysés,
ont été invalidés, ont été handicapés par l'autisme, l'incapacité à prendre en compte des opinions autres que la sienne du chef de l'État. Ce que je dis est grave parce que ce que je dis met en cause la capacité du chef de l'État à gouverner la France. Oui. Je pense que c'est ce que sentent plus ou moins confusément les Français. Je pense que c'est ce qui va peser dans leur vote le 30 juin et au début juillet. Et je pense que c'est ce qui peut permettre à Marine Le Pen et à Jordan Bardella de s'assurer une majorité de gouvernement à l'Assemblée nationale, de former un gouvernement et de tenter de restaurer, d'améliorer et de construire un projet pour la France. Vous pensez qu'elle peut réussir à avoir cette majorité telle qu'elle est partie comme ça pour le moment je dis bien, tout ça peut évoluer. Le RN est fermé donc désormais à toute alliance avec Reconquête. Est-ce que vous pouvez réagir à ça? Vous parlez là au niveau des appareils. Oui. Vous parlez au niveau de M. Zemmour, de Mme Knafo, comme vous parlez au niveau de M. Retailleau, comme vous parlez au niveau de M. Retailleau, de M. Larcher, d'un certain nombre de gens dont on ne sait plus très bien ce qu'ils représentent. Ça n'est pas notre pauvre présidente de l'Île-de-France, avec ses 5% au présidentiel. Ça n'est pas M. Copé, avec ses 0 et quelques pourcents à la présidentielle, qui représente quoi que ce soit. Vous voulez dire que ce que je constate sur le terrain, bien sûr, ce que je constate sur le terrain, et c'est ce qui probablement a donné son courage à Éric Ciotti, c'est que sur le terrain, les militants travaillent ensemble. Sur le terrain, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre les propositions des élus républicains de terrain et des élus Rassemblement National sur les plans de la sécurité, sur les plans de l'immigration, sur les plans de la gestion locale. Sur le plan économique, il peut y avoir des divergences. Je ne pense pas qu'il y ait d'opposition fondamentale, d'autant qu'on parle beaucoup d'immigration et de sécurité, mais quand on est élu de terrain, on sait bien que la France a aussi un énorme problème social. Sous Emmanuel Macron, les inégalités ont explosé. Sous Emmanuel Macron, la dette a explosé. Sous Emmanuel Macron, le bien-vivre des Français a considérablement diminué. Et que vous soyez élu républicain... déclassement qui a poussé vers un vote Rassemblement National. Et que vous soyez républicain, que vous soyez Rassemblement National, et j'ai envie de le dire, que vous soyez simplement démocrate et républicain, vous ne pouvez pas être indifférent à l'inquiétude et à la misère des Français qui montent. Voilà pourquoi, sur le terrain, je le constatais dans le centre de la France, avec le maire de Salbris, Alexandre Avril, un des jeunes espoirs républicains, avec les députés républicains de la région, qui tous et très naturellement sont en train d'annoncer leur alliance et les accords de candidature avec le Rassemblement National. Ça va se généraliser partout en France, en particulier dans le Midi, en particulier dans le Sud-Ouest. Ça va se généraliser évidemment dans le Nord de la France. Et je pense que ceux qui lèvent une indignation qu'ils avaient bien oubliée en d'autres circonstances contre la décision d'Éric Ciotti vont se retrouver demain bien seuls sur un radeau en train de couler. Alors vous considérez finalement que ce sont des alliances de partis ou des débauchages du Rassemblement National, d'autres partis vers le Rassemblement National? Ni l'un ni l'autre. Je pense qu'il s'agit simplement d'un mouvement populaire. Le momentum est au grand rassemblement populaire de toutes ces Françaises et ces Français inquiets pour ce qui a été fait de la France par Emmanuel Macron et qui veulent se retrouver dans une majorité de gouvernement clair, avec un gouvernement en charge d'un projet de restauration et d'amélioration du sort des Français. Je pense que c'est très clair et je pense que les manœuvres d'appareil, les débats entre des personnalités plus ou moins dévaluées, ça n'est pas ça que les Français veulent. Et je ne pense pas qu'ils y portent beaucoup d'attention. C'est pourquoi je le répète, je crois que les Français vont donner une majorité claire à ce mouvement populaire qui non seulement se dessine, mais se concrétise et qui peut se traduire par l'espoir d'une France gouvernée autrement et d'une France gouvernée enfin pour l'intérêt national et l'intérêt des Français. Oui, mais justement, en parlant d'intérêt des Français, d'intérêt national, les Français pourraient paraître étonnés que la porte soit fermée à certaines alliances qui pourraient paraître naturelles. Je pense à Reconquête, puisque visiblement la porte est fermée de fait à un parti sans pouvoir négocier. On a entendu hier, avant-hier, il y a quelques jours, Éric Zemmour au micro notamment de Christine Kelly expliquer « Moi, je ne demande rien, ni circonscription, ni poste, ni rien, seulement l'union ». Comment, dans un intérêt général... Je ne sais pas ce qu'il en est des déclarations d'Éric Zemmour, qui en d'autres temps a quelquefois changé de discours. Je sais simplement, pour l'avoir éprouvé, et notamment lors des élections européennes, je sais simplement pour l'avoir éprouvé dans différentes circonstances, que rien ne pouvait être plus méprisant et plus arrogant que les paroles d'Éric Zemmour par rapport au Rassemblement National. Et là, on a probablement un problème de valeur, on a un problème
de lien avec la France et avec les Français. Et probablement est-ce que M. Zemmour, qui a fait preuve de son mépris à l'égard de Marine Le Pen et à l'égard de ce que représentait le Rassemblement national, je dirais devrait aller à Canossa, devrait faire amende honorable et devrait reconnaître qu'aujourd'hui, c'est le Rassemblement national et ceux qui le portent qui représentent l'espoir des Français. Mais je crois que c'est à peu près ce qu'il a dit chez Christine Kelly, mais on a compris en tout cas que c'est à lui de faire amende honorable. Alors continuons quand même, vous avez parlé de ces alliances qui seront possibles pour un éventuel gouvernement, et vous avez parlé de mouvements populaires plus que d'union des droites. Pour vous, là, on est clairement dans un mouvement qui dépasse les clivages gauche-droite? Je pense tout à fait oui. J'en suis très conscient parce que je passe du temps, je suis proche de Françaises et de Français dont la sensibilité fondamentale est écologiste. Ça les a généralement conduits à voter plutôt à gauche, parce qu'il y a eu un véritable hold-up de la gauche, et notamment de l'extrême gauche, sur l'écologie. Et fondamentalement, quand vous parlez avec eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent bien vivre sur leur territoire. Ils veulent être consultés sur ce qui se passe sur leur territoire. Oui. D'où le sujet à venir du référendum d'initiative populaire. Évidemment, pas sur tous les sujets. Mais évidemment, quand on Sur ce qui vous les installe un parc d'éoliennes à 1 kilomètre de chez vous, évidemment, quand on vous installe un méthaniseur de dimension industrielle à quelques pas de chez vous, évidemment, quand on veut agrandir, doubler, multiplier un élevage de porcs, dont on connaît les résultats sur l'eau douce et sur les plages. Ou quand on enlève un hôpital qui était à côté ou de quand chez on vous. ferme un hôpital, ou quand on ferme un commissariat, ou quand on ferme un bureau de poste, les Français ont envie d'être consultés. Et ça, je pense que c'est la base de reconstruire, non pas un mouvement de droite, parce que vous voyez bien que ce que je dis a d'abord une composante sociale. Bien vivre sur son territoire, ça n'est ni de droite ni de gauche. Non, mais c'est Bien vivre sur son territoire, c'est une demande populaire. Et c'est pourquoi je me méfie du terme rassemblement à droite, qui, je pense, est limitatif. Alors, allons sur ce mouvement, puisque c'est vous travaillez dessus depuis longtemps. Vous avez fondé le mouvement Les Localistes, et sur cette volonté de se reconstruire par le local. En quoi aujourd'hui le Rassemblement national, puisque c'est votre appel finalement, se dirige vers prenne cette direction-là, en quoi aujourd'hui est-il localiste? On ne le voit pas. Dans son programme, c'est un Rassemblement national qui ne contredit pas Schengen, qui ne contredit pas l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, ni l'OTAN. Donc on ne voit pas ce retour au privilège local, on va dire. D'abord, le localisme n'est certainement pas contre l'Union européenne. Le projet européen tient toujours. Le problème est que le projet européen a été dévoyé. Bah oui, mais le projet c'est quand même l'Europe actuelle. Le projet européen a notamment été dévoyé quand le grand mot qui était le mot de subsidiarité, très présent dans les années 90, est maintenant un mot interdit. Plus personne ne l'emploie. Oui. Il faut remettre l'Union européenne sur ses rails, et remettre l'Union européenne sur ses rails, ça veut dire qu'on discute des compétences. Oui. Il y a des compétences qui doivent demeurer aux États. Je ne vois pas au nom de quoi l'Union européenne irait gérer les forêts françaises. La France a quelque chose qui est observé partout dans le monde, suivi partout dans le monde comme un exemple qui est l'Office national des forêts. Pourquoi est-ce que l'Union européenne irait se mêler de la gestion des forêts françaises? C'est juste aberrant. Oui. Je pense qu'il faut... Mais vous l'avez dit, on y est tout de même. Plus on va vers un président européen et un gouvernement de plus en plus fédéral au niveau européen. C'est là-dessus que l'Union des Français doit jouer et doit exiger une remise à plat des compétences de l'Union européenne. Sinon, c'est l'Union européenne qui va être en grand danger. Ne nous voilons pas la face. Si, comme je l'ai vu dans les déclarations triomphantes de Madame Ursula von der Leyen, on continue à avoir une alliance du centre droit avec la gauche et que la poussée populaire, pour ne pas dire populiste, qui s'est manifestée notamment en France et en Allemagne, ne trouve aucun écho, c'est tôt ou tard l'Union européenne elle-même qui sera en danger. L'Union européenne ne peut pas ne pas entendre ce qui s'est crié dans les urnes dimanche dernier. L'Union européenne est en danger d'être en apesanteur, et l'Union européenne est en danger d'accroître encore le fossé qui la sépare de ce que veulent les Européennes et les Européens. Mais concrètement, l'Union européenne aujourd'hui a signé un paquet d'accords. La France fait du zèle en plus derrière, qui mettent en danger nos agriculteurs, vous le savez mieux que moi, avec des traités qui sont en rupture de concurrence totale. Comment vous faites aujourd'hui? Donc, quelle est la réponse que vous proposez, et donc à travers vous aussi cette union possible du Rassemblement national et plus large, populaire, pour retourner au local et sauver nos agricultures, sauver nos agriculteurs et plus généralement nos territoires? Emmanuel Macron a fait une France faible en Europe.
Emmanuel Macron, dans cette partie à deux avec l'Allemagne, où les déclarations d'amour viennent seulement du côté français, a affaibli durablement la France. Il a affaibli considérablement la France. J'ai eu l'occasion de le constater au Parlement européen. La parole de la France n'est en aucun cas le poids qu'elle pouvait avoir il y a 20 ou 30 ans. Et l'on sent au Parlement européen, mieux probablement que partout ailleurs, le déclassement de la France. C'est ce à quoi une majorité forte, et j'y reviens, un gouvernement investi de la volonté populaire des Français doit pouvoir se consacrer. À savoir dire ce qu'avait fait en son temps le général de Gaulle, mais ce que d'autres ont fait plus tard. Ce que vous voulez est tout simplement inacceptable. Ça peut se traduire par la politique de la chaise vide, ça peut se traduire par une remise en cause d'un certain nombre de traités ou d'accords. Je prendrai un exemple très simple. Et ça n'est pas encore une fois pour faire l'éloge de M. Darmanin. Mais enfin, M. Darmanin, constatant que l'Union européenne allait lui interdire d'expulser des Tchétchènes accusés de pouvoir être complices du terrorisme, il a procédé à l'expulsion en disant « j'accepte de payer les amendes, mais ça n'est pas l'Union européenne qui fera la loi en France ». Je pense qu'en ce sens, il a eu totalement raison. Et je pense qu'un gouvernement français saura faire la même chose. Mais ça ne fait pas partie du programme aujourd'hui du Rassemblement national. Aujourd'hui, il y a des urgences. Donc aujourd'hui, ça ne fait évidemment pas partie du programme. Vous avez quand même vu que Jordan Bardella a été très clair sur le fait qu'il fallait rétablir des contrôles aux frontières pour les ressortissants non européens, savoir comment ils seront mis en œuvre. Vous avez vu que Jordan Bardella a été extrêmement clair sur cette question des compétences. Il va falloir réviser et le toujours plus d'Europe n'est tout simplement pas acceptable, notamment parce que faisant ça, c'est l'Europe qui se ruine elle-même. Je pense que tout cela devrait être sur la table, mais permettez-moi de dire qu'un gouvernement populaire de la France mis en place à la mi-juillet, il y aura d'autres urgences, notamment celle de sauver les Jeux Olympiques gravement compromis par la décision irresponsable d'Emmanuel Macron. Je comprends, mais je ne suis pas sûr que les Français, et vous le savez mieux que moi, puisque vous traversez énormément les territoires, se sentent plus concernés par les JO que par ce qui se passe tous les jours autour d'eux. Le fait qu'il n'ait plus de boulangerie et de pharmacie et de médecins à côté de chez eux, et qu'ils soient obligés de faire 60 km tous les jours pour trouver une école. Ce que vous dites, c'est un manifeste pour le localisme. C'est ce que nous allons essayer de faire valoir. Alors nous sommes dans le meilleur des mondes, les localistes peuvent mettre leur programme. La tradition du Front National de jadis, qui a été largement reprise par le Rassemblement National avec de véritables raisons. C'est reconstruire le régalien. Mais quand on dit que la priorité est de reconstruire le régalien, naturellement, on a une approche jacobine, centralisatrice, et on peut avoir aussi, dans un certain nombre de domaines, une tentation autoritaire venue de Paris. Je pense que c'est dangereux. Je pense que dans l'état actuel de la France, dans le cadre de la diversité incroyable des territoires français, en fonction de leur population, en fonction de leurs traditions, en fonction des minorités qui, quelquefois, y ont pris le pouvoir ou y sont influentes, on ne pourra pas reconstruire la France sans laisser place aux initiatives locales, régionales, sans laisser plus de pouvoir aux collectivités territoriales et sans, d'une manière ou d'une autre, rendre une partie du pouvoir aux Français qui leur ont été confisqués. C'est très vrai dans le domaine environnemental, c'est très vrai dans le domaine de la gouvernance. Nous avons inventé de nouveaux modèles. Je prendrai un simple exemple. Dans les années 90 et plus tard, j'ai eu la chance d'accompagner un mouvement coopératif. J'observe, alors qu'il s'y était intéressé dans un moment de sa vie, j'observe qu'Emmanuel Macron n'a rien fait dans le domaine de la mutualité et de la coopération. Alors qu'il y a là des modèles, vous connaissez le modèle, c'est un homme, une voix, et pas une action, une voix. Je pense que ce modèle est porteur de beaucoup de perspectives pour nos territoires et pour les activités économiques sur nos territoires, et c'est un modèle profondément démocratique et profondément social. Cela fait partie des choses que les localistes vont essayer d'apporter au débat public et vont essayer d'apporter à un futur gouvernement. Finalement, si je vous résume, un État assez limité, mais dans son régalien. Très fort dans le régalien, mais qui sache laisser au territoire là où il n'est pas le meilleur. Oui. Et qui restaure la proximité avec les services publics. Un des slogans des localistes, c'est « plus jamais taper un, plus jamais taper deux ». C'est-à-dire que les Français ne soient pas confrontés à des serveurs, à des mécanismes servis par l'intelligence artificielle anonyme, dans lesquels vous n'avez aucune porte de sortie si vous commettez des erreurs. Ça rend les gens enragés. Quand 4 fois de suite, vous l'avez sûrement fait, même si vous êtes très jeune, c'est pas seulement le privilège des octogénaires. Non. Ça arrive tous les jours de se heurter à un serveur Internet, certainement doté de la meilleure intelligence artificielle, mais qui ne comprend pas que vous faites une erreur ou qui ne sait pas vous expliquer pourquoi, et vous vous trouvez faire une porte close sans aucun recours. Il faut remettre des fonctionnaires sur le terrain, il faut que tout ce qui est possible de faire par Internet, il y ait la possibilité de le faire en direct,
avec quelqu'un qui sache vous répondre et qui sache vous aider. Donc le retour à une dynamique locale, C'est le réinvestissement des territoires. réinvestir des corps intermédiaires qui ont pu disparaître également, des corps de Oui. métier, des corps... Emmanuel Macron a fait un bain de sang des corps intermédiaires. Qu'il s'agisse des chambres de commerce, qu'il s'agisse des collectivités territoriales, du pouvoir des maires, du pouvoir des conseils régionaux, Ah, le etc. pouvoir des maires, Ils ont oui. été considérablement diminués, avec des pouvoirs accordés aux préfets qui sont dans certains cas totalement exorbitants. Et l'on sait d'ailleurs que Dans cet esprit jacobin, rappelons-le. dans Les cet esprit préfets sont la jacobin, et vous présence savez de d'ailleurs que le l'État, propre sur d'Emmanuel place. Macron pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, je peux le comprendre, pour la préparation des Jeux Olympiques, c'est de s'être exonéré de toutes les lois, c'est de s'être exonéré des lois sociales, c'est d'être exonéré des lois fiscales, etc., etc., comme pour le cadeau fait à ceux qui ont financé sa campagne lors de l'autoroute A69. On s'est exonéré de toutes les procédures. Ça fait plusieurs Ça me fois. paraît extrêmement J'aimerais grave. bien qu'on fasse une parenthèse sur le A69 parce que ça fait plusieurs fois que vous en parlez. Je pense que vous avez l'air de connaître le dossier. On a reçu, nous aussi, de forts opposants à l'A69. Ça nous a valu d'ailleurs quelques règlements de compte politiques derrière. Qu'avez-vous à dire sur le sujet ? J'ai à dire que c'est une autoroute qui ne peut pas être rentable. On connaît le trafic, on a les prévisions de trafic, donc la rentabilité de cette autoroute sera assurée par le contribuable. Oui. Puisqu'on a un contrat à terme qui fait que si les objectifs de chiffre d'affaires, donc de nombre de voitures empruntant cette autoroute ne sont pas remplis, c'est le contribuable qui devra le faire. On est dans une région où les minutes gagnées en termes d'activité économique, en termes de temps gagné pour aller au travail, revenir du travail ou pour développer des activités commerciales sont négligeables. On est dans une région par ailleurs où on a maints espaces protégés. Alors, juste fait une parenthèse, oui, il y avait des espaces protégés. Sur les minutes gagnées, on avait, nous, eu une enquête ici sur place. On nous avait parlé d'une dizaine ou d'une quinzaine de minutes gagnées Voilà. grâce à l'autoroute, mais qui ont été renforcées, il me semble, par une route qui a été... Privatisée, parce qu'on a exemple absolument choquant de la privatisation d'une route nationale. Oui, enfin privatisée, en tout cas, avec une dizaine de nouveaux ronds-points qui ont été mis, donc perte de Tout à fait, temps, mais on nouvelle a perte de aussi, dans le cadre de la préparation de la 69, la privatisation d'une part de route nationale, ce qui est un précédent extrêmement grave. Est-ce que la Macronie s'apprête à privatiser les routes que nous empruntons tous les jours gratuitement pour assurer les revenus de grandes sociétés dont il faut financer les aventures internationales ou faut-il éventuellement financer les erreurs de gestion commises ailleurs ? Et c'est une véritable question. Va-t-on vers une privatisation des espaces publics de la France ? Et on sait que c'est une question qui se pose dans nombre de domaines, et j'y reviens avec notamment le fait de passer en force sur la destruction d'espaces protégés, sur la mise en danger d'espaces, sur la mise en danger d'espèces rares ou d'espèces en voie d'extinction, etc., etc. Je voudrais dire une dernière chose. C'est très facile d'invoquer le recours à la violence. Mais enfin, contre ceux qui choisissent de dormir dans les arbres, zadistes et la violence écureuils, oui. la violence n'est pas toujours du côté de ceux auxquels on attribue cette violence. Oui, surtout quand on peut voir aussi la façon dont ont été traités les gilets jaunes. On ne sait pas de quel côté est la violence par moment. Oui, il faudrait quelquefois rappeler, j'ai le plus grand respect pour les policiers et les gendarmes, notamment lors de la répression incroyablement violente des gilets jaunes. Notamment lors d'un certain nombre d'opérations de répression lors du Covid-19, dont il faut quand même se rappeler à quoi il a donné lieu. La France a été le seul pays où il fallait signer une déclaration pour aller acheter une baguette de pain. Une autodéclaration. Il faudrait toujours rappeler à nos forces de l'ordre, dont je salue le travail, les propos du préfet Maurice Grimaud après mai 68. Frapper un manifestant à terre déshonore les représentants des forces de l'ordre. À ceux qui ont brisé des genoux, éborgné des Français, mutilé des Français, il faudrait rappeler les fortes paroles du préfet Maurice Grimaud, qui quand même a permis que les événements de mai 68 se déroulent sans aucune mort. Tout à fait. Alors, pour conclure, donc, on en était à votre mouvement Les Localistes, ces corps intermédiaires et donc un retour à des élections locales aussi plus importantes, pour redonner justement un pouvoir régional. Nous avons un enjeu, je vous le disais. Les localistes veulent servir de boîte à idées pour un grand gouvernement populaire de la France. Ils veulent servir de boîte à idées dans 3 domaines. Le domaine de l'environnement, le domaine des relations internationales, avec une politique de multi-alignement et pas de suivisme passif de nos amis anglo-américains. Et une 3e composante qui est importante, mais qui ne pourra se faire que dans le temps, c'est un changement de gouvernance. Vous m'y sollicitez, je vous répondrai un peu plus en détail sur ce point.
Le grand malaise de nos démocraties et l'origine de la crise politique actuelle en France, c'est que tout vient d'en haut. Je suis désolé de parler franglais, mais les mots le disent bien, tout est top-down. Monsieur Macron décide seul en n'écoutant personne. C'est probablement aussi le cas dans le cadre de cette décision dangereuse et irresponsable de dissolution. L'Union européenne, tout vient d'en haut. Quoi qu'on en dise, le Parlement européen n'a à peu près réellement aucun pouvoir. Tout vient de la Commission. Et tout vient des organisations, des ONG, des fondations essentiellement américaines qui manipulent la Commission et lui préparent ses textes. Tout vient d'en haut et la parole des Français et les votes des Français deviennent extrêmement marginaux. Oui. Je rappelle que plus du tiers, 70% des textes de loi appliqués en France sont d'origine européenne. Oui. Alors comment donc la part de la démocratie diminue. Pour restaurer cette part de la démocratie, il faut, et ça se traduit par le taux d'abstention. On s'est beaucoup félicité, je m'en félicite, de l'augmentation de la participation européenne, mais enfin on a à peu près un Français sur deux qui ne s'est pas déplacé. Oui. Ça veut dire, pour redonner la parole aux Français et leur redonner la passion politique, qui est une des caractéristiques du peuple français depuis très longtemps, faut les intéresser. Il faut leur redonner des pouvoirs concrets là où ça se passe, et vous aviez raison de le dire. Là où ça se passe, c'est est-ce que le bureau de poste va fermer, est-ce que le médecin va s'installer ou est-ce qu'il va partir, est-ce que le dernier commerce, le dernier bar tabac va partir, est-ce que, etc., etc. Est-ce qu'on va pouvoir pratiquer les marchés sur la place, et est-ce que nos agriculteurs, les producteurs de fruits et légumes locaux vont pouvoir vendre leurs produits sans être empoisonnés par des réglementations arbitraires. Je vais vous reprendre un exemple qui est toujours vrai, je l'ai vérifié récemment. J'avais publié une tribune dans l'Expansion, tenez-vous bien, il y a plus de 20 ans, sur le scandale que nous vivions en Aveyron. En Aveyron, les sangliers coupent les routes. En Aveyron, il faut abattre des milliers de sangliers. Aucun restaurant en Aveyron ne produit de la viande de sanglier tuée en Aveyron. Pour des raisons de code européen, la viande est importée des États-Unis ou d'Europe de l'Est. Ces aberrations-là, il faut y mettre fin. Oui. Et ces aberrations-là qui pourrissent la vie des Français, c'est la même chose sur l'autorisation de se rendre en centre-ville quand vous avez une vieille voiture, etc. etc. Ces aberrations-là qui mutilent le pouvoir d'achat des Français, il faut y mettre fin. Et ça, c'est la voie sociale prônée par le localisme, et c'est la voie dont j'espère que nous pourrons l'apporter à un futur gouvernement populaire de la France. Il y a beaucoup d'aberrations, donc il y a beaucoup de travail. Hervé Juvin, merci beaucoup. Député, je le rappelle, au Parlement européen, conseiller régional Pays de la Loire, cofondateur du mouvement Les Localistes, on a bien compris, auteur de ce livre « Chez nous, pour en finir avec une économie totalitaire » aux éditions La Nouvelle Librairie. Souhaitons en tout cas qu'on en finisse avec cette économie totalitaire que nous vivons tous. Merci encore, Hervé Juvin. Merci à vous. Et merci à vous tous, chers auditeurs. C'est la fin de cette émission, encore très riche au niveau politique, vous l'avez compris. Merci à vous tous. Surtout, vous mettez vos pouces, vous mettez vos cœurs pour ceux qui peuvent nous soutenir. On a plus que jamais besoin de votre soutien pour finir proprement cette année. Vous le savez, merci pour tous ceux qui l'ont déjà fait. Je sais qu'il y en a encore quelques-uns qui comptent le faire, qui ne l'ont pas encore fait. C'est maintenant. Alors, vous le savez, ici, on a un feuilleton politique qui se joue. Mais demain, on retrouve la gouaille de Nicolas Vidal, son accent du Sud. Et il va traiter d'autres sujets, rassurez-vous. Mais c'est quand même important aussi de traiter de ce qui se joue politiquement. Donc demain, je vous donne rendez-vous à 7h30 avec Nicolas qui va reparler du chaos sécuritaire pour les JO, qui va parler de l'effondrement de l'école, des prises de position du syndicat de la magistrature et des fractures à gauche aussi. On va aller un petit peu sur le Front populaire demain avec Nicolas Vidal. Je vous donne rendez-vous à 7h30 pour voir Nicolas Vidal et moi je vous retrouve lundi. Merci à vous tous et belle fin de journée.